Vous êtes tous en train d'acheter les mêmes choses. Tous les pays africains achètent les mêmes armes, importent le même riz, le même blé. Mais les gens ne sont quand même pas sérieux. Mettez-vous ensemble, vous créez au moins des économies d'échelle, même si vous continuez à acheter les mêmes choses. Mais il y a pire. Comment pensez-vous vraiment que les Africains partiraient de l'Afrique si, je vais vous faire une petite démonstration. Si vous prenez, l'Afrique a exporté l'année dernière 30 milliards de tonnes de matières premières. Si vous prenez un coût moyen de 500 € par kilo de matières premières, l'Afrique, ce serait près de 15 000 milliards d'euros de revenus. C'est-à-dire qu'on aurait eu des revenus de 15 000 milliards d'euros. 15 000 milliards d'euros, c'est l'équivalent de 80% du PIB de toute l'Union européenne. Je n'ai pas dit de l'eurozone, de toute l'Union européenne. C'est 80% de leur PIB. C'est 75% du PIB des États-Unis. Mais vous avez quand même des gens qui sont là, la chose à laquelle ils pensent qu'ils doivent accorder leur temps et auquel ils doivent consacrer leurs hauts fonctionnaires, c'est d'aller signer des accords avec les Anglais pour recevoir des migrants, au lieu de travailler à avoir ces 15 000 milliards d'euros qui vont leur permettre d'être la 3e puissance économique du monde. Qui dirige même l'Afrique? Mais c'est quoi cette affaire? Vous comprenez donc maintenant, Prince Béni Christ, pourquoi vous dites qu'il n'y a pas d'élite en Afrique? Il n'y a pas d'élite. Ce n'est pas qu'elles sont mauvaises ou il n'y en a pas. Parce que si vous n'êtes pas capable de faire ce petit calcul et de constater que la ZLECAf c'est une connerie, de vous rendre compte que vous n'avez pas à aller signer des accords avec les Anglais pour recevoir des migrants, mais vous avez à travailler en Afrique pour qu'il n'y ait plus de migrants africains, et que vous pouvez faire de l'Afrique la 3e puissance économique du monde. Et je vous parle d'une situation où l'Afrique ne transforme rien. Il n'y a pas dit qu'on transforme quoi que ce soit. C'est les matières premières qu'on a exportées. On n'a rien transformé. Mais imaginez qu'on transforme simplement un tiers de ces matières premières. Notre PIB bondit à 30 000 milliards de dollars. Donc les États-Unis qui font 20 000 milliards de dollars n'ont que 65% de notre PIB. Nous sommes le continent, nous ne sommes pas le continent le plus riche potentiellement. Hein. Nous le sommes factuellement. Ouais. Le problème, c'est que les gens nous vendent du vent, ils nous font de la propagande de guerre, ils nous racontent des inepties en nous donnant le sentiment que c'est nous qui sommes pauvres. Je vous dis que les matières premières seulement que nous avons exportées font de nous la 3e puissance économique. D'ailleurs, en réalité, ça fait de nous la 2e puissance économique du monde. Puisque l'Union européenne, ce n'est pas un pays. Si nous étions devenus les États-Unis d'Afrique, il y aurait les États-Unis, il y aurait nous. Et ensuite, il y aurait la Chine, il y aurait les États-Unis, il y aurait l'Union européenne, il y aurait nous et il y aurait la Chine. Il y a quand même un problème chez les Africains. C'est-à-dire qu'en fait, les gens vont se battre pour avoir 140 millions de dollars, mais ils ne sont pas incapables de se battre pour avoir 15 000 milliards d'euros. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas chez eux. Alors, justement, c'est pour comprendre qu'on est là. Donc, vous comprenez qu'en fait, le problème, c'est même pas de... En fait, c'est même pas de se demander pourquoi. Parce que si on se met à se demander pourquoi le Rwanda accepte une chose pareille, c'est qu'on va aller se poser la question de savoir, est-ce qu'il y a des êtres humains là-bas? Et les gens sont surpris que les Européens sont racistes. Ça ne justifie pas leur racisme. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles ils sont... Mais en fait, ils méprisent les Africains à travers leurs dirigeants. Parce qu'ils se disent, mais il y a quand même quelque chose qui ne va pas chez ces gens-là. Ils sont potentiellement beaucoup plus... Ils sont factuellement, s'ils prennent seulement ce qu'ils nous vendent à 2 francs là, et qu'ils étaient constitués en État, en un seul État, et qu'ils exigeaient les paiements en leur monnaie, ces gars-là seraient réellement la 2e puissance économique du monde, parce que l'Union européenne, ce n'est pas un pays. C'est la 2e puissance économique du monde. S'ils transformaient ne serait-ce qu'un tiers de ce qu'ils exportent, ils seraient la 1re puissance économique du monde. Mais ils sont là à courir après 140 millions de dollars. Mais attendez, mais on est dans quel monde? Et voilà les gens, voilà le genre de président qu'on nous présente comme le modèle de l'Afrique. Voilà le genre de président qu'on nous présente comme le modèle de l'Afrique. Mais en réalité, nous avons à comprendre que les gens sont en compromis dans un certain nombre d'intérêts géopolitiques qui les obligent à accepter tout et n'importe quoi. Lorsque ces gens-là vont arriver là-bas, et que par extraordinaire, il se trouve qu'il y a des djihadistes aguerris parmi ces migrants, ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi d'eux? Justement, l'idée est de maintenir les attaques contre le Congo en utilisant cette main d'œuvre militaire. Vous avez anticipé. Quelle est
la raison réelle Exactement. pour laquelle on se lance dans ce genre de Vous choses. avez anticipé, ça va faire partie justement de la deuxième partie de notre émission. Merci Dr Yamb. Alors, revenons sur modèle, je prends le mot, et c'est l'expression utilisée justement par les Européens pour justifier la destination de ces migrants au Rwanda. Je cite Boris Johnson: le Rwanda fait partie des pays de l'Afrique de l'Est les plus sûrs au monde, mondialement reconnu pour son bilan d'accueil et d'intégration des migrants. Alors je pose la question aux voisins, le voisin justement géographique. Vous pensez que le Rwanda peut se définir justement dans ces caractéristiques données par Boris Johnson? Pays d'accueil, intégration des migrants. Merci beaucoup Rim. Vous savez, c'est une question qui mérite beaucoup de sérieux et une approche vraiment beaucoup globale pour comprendre cette publicité que l'Occident nous vend sur le Rwanda. Déjà, je vous rappelle un fait. En 1997, lorsque Laurent Désiré Kabila arrive au pouvoir avec la complicité du Rwanda, de l'Ouganda, etc., Paul Kagame fait une interview qui passe même dans un documentaire où il déclare: nous avons une vision de bouleversement de l'histoire. Et vous allez vous rendre compte d'ici une décennie ce que cette vision va apporter aux Africains. Ben, voilà, plus d'une décennie aujourd'hui, cette vision de bouleversement a apporté près de 20 millions de morts en RDC. Cette vision de bouleversement a muselé l'opposition politique au Rwanda avec des viols et des assassinats. Cette vision de bouleversement a fait qu'une grande partie de Rwandais n'arrivent pas à mettre le pied sur leur propre territoire national, dans leur propre pays. Ils sont personnes non grata dans leur propre pays. Ils ne peuvent pas y mettre pied. Et cette vision de bouleversement fait que nous avons assisté à des assassinats politiques en dehors même du Rwanda. Vous vous souvenez de l'assassinat d'un diplomate rwandais qui avait basculé dans l'opposition en Afrique du Sud dans un hôtel. Cette vision de bouleversement a fait que dans le pays voisin qui est le mien au Congo, aujourd'hui, il y a un état de siège dans l'une des villes frontalières avec l'Ouganda par le M23 avec un cortège de morts catastrophiques. Je ne sais pas si Boris Johnson n'a pas vu ça pour nous pondre les conneries et les âneries. D'ailleurs, qui est Boris Johnson? Je ne veux pas rentrer dans sa biographie, mais Boris Johnson est celui qui est poussé à la démission plusieurs fois par son propre parti. Voyez-vous? Il a échappé récemment à une ça méthode de fait défiance. oui. Ça fait la deuxième fois. Après une partie guette, hein, Voilà. sous confinement, il a organisé une partie de l'opinion anglaise ne veut plus voir la tête de ces messieurs à la tête du gouvernement britannique. Donc c'est quelqu'un qui a d'abord un bilan négatif dans son propre pays, qui a une vision erronée de la cohabitation pacifique entre les peuples dans le monde. Donc je ne sais pas si ces inepties qu'il a pondues peuvent être justifiées. Mais par contre, nous allons comprendre la proximité entre Boris Johnson et Paul Kagame. Déjà, merci à la réalisation pour l'image, justement. Puisque vous merci en parlez. beaucoup pour la clairvoyance et l'équipe technique. Déjà, il faut se rendre compte que la politique menée par la Grande-Bretagne n'est pas la première. La Grande-Bretagne n'est pas le premier pays au monde à promouvoir cette politique-là. Il y a l'Australie. Exactement. Et il y a aussi, je crois, la Hongrie. L'Australie qui rapatriait ses migrants en Papouasie. Voilà, en Papouasie, Nouvelle-Guinée, pour demander les droits d'asile dans leur pays. Donc, il n'y a pas que ça. Mais seulement ce qui est bizarre, c'est que le Rwanda n'est pas le premier pays qui a été sollicité par l'Angleterre. Il y a eu d'abord... le Ghana. Non, il y a eu d'abord l'Albanie et le Ghana. L'Albanie et le Ghana. Mais les deux pays ont refusé. Par la suite de l'expansion du djihadisme international. Parce qu'en réalité, regarde la première arrivée aujourd'hui sur les sols rwandais, ce sont les Kurdes. Les Kurdes musulmans, qui pour la plupart sont des musulmans et pour la plupart sont indexés comme étant des djihadistes, des islamistes radicaux. Maintenant, quand vous regardez l'opinion même de la classe politique britannique sur ces migrants qu'on nous renvoie en Afrique, j'ai suivi hier un ministre qui disait: nous n'avons pas le droit de recevoir des criminels. Donc, j'ai dit bien, un officiel britannique qualifie ces migrants de criminels. Et ça passe à Mondovision. Nous ne voulons pas recevoir ces criminels sur notre sol
qui veulent entrer de manière illégale dans notre territoire national. Nous avons le droit de nous protéger contre ces genres de personnes. Très bien. Maintenant, voici Paul Kagame qu'on nous chante à longueur de journée comme étant un modèle. Je vous dis d'ailleurs que la pseudo-croissance économique du Rwanda repose sur le pillage des ressources du Congo. Non seulement le pillage, sur des crimes. Des crimes. Et quand je vois Boris Johnson citer Paul Kagame en exemple, je pense que Boris Johnson doit être lui-même un criminel. Parce que... Toute proportion gardée. Non, pas toute proportion gardée. On ne peut louer un criminel que lorsqu'on est criminel. Et je pense que si l'Angleterre fermait les yeux sur les exactions commises par le Rwanda en RDC, alors moi je me pose la question, quel leadership ces gens-là sont en train de prôner à l'échelle du globe. Donc, je vais répondre à votre question. Quels sont donc les mobiles du Rwanda pour accueillir ces gens? Déjà, vous savez que récemment, il y a eu une dispute, il y a une discussion, il y a eu une brouille diplomatique entre le Rwanda et l'Ouganda. Vous savez que le Rwanda accuse l'Ouganda de soutenir et d'héberger en son sol une partie de l'opposition radicale qui s'oppose contre son régime. Donc, le Rwanda est de part et d'autre acculé. Il n'a pas de bonnes relations avec tous ses voisins. Le Rwanda de Paul Kagame. Il n'entretient aucune bonne relation apaisée avec tous ses voisins, en commençant par mon pays. Donc, Paul Kagame, en tant qu'un homme qui est mu par une vision de bouleversement négatif de l'Afrique, doit anticiper sur ce qui pourrait arriver demain, au cas où une coalition se mettait en place contre lui, parce que ça finira par avoir jour. Vous savez que la RDC a signé des accords avec certains pays de Grands Lacs pour former une unité combattante pour lutter contre le band armé qui pullule là-bas. Malheureusement, je pose la question au président Tshisekedi, ça sert à quoi cette coalition, puisqu'il y a eu des milliards qui ont été dépensés, alors que M23 a pris une ville sous contrôle depuis hier, avec des morts. Cette force-là internationale de la sous-région sert à quoi? Voyez-vous? Donc, il y a même une partie de l'armée congolaise qui s'est réfugiée du côté de l'Ouganda, au moment où nous parlons. On ne sait pas dans quel état ils se retrouvent. Certainement, beaucoup sont soumis à des tueries ou à des assassinats. Donc, Paul Kagame anticipe sur une vision de bouleversement négatif de l'Afrique. Au cas où il y a des changements panafricanistes à la tête des pays, certainement qu'il sait bien quel est le sort qui lui est réservé par l'histoire devant. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a besoin d'une main-d'œuvre. Une main-d'œuvre, mon frère, une main-d'œuvre que tu n'as pas recrutée, tu n'as pas payée. On te paye pour recevoir des criminels. Donc on te paye pour former une base arrière de la criminalité internationale. C'est parce que Paul Kagame peut utiliser ces gens-là, des djihadistes, des criminels, il peut les utiliser au Congo, ou alors en Ouganda, au cas où ses relations avec l'Ouganda ne tenaient pas debout, ou alors contre le Burundi. Donc, c'est tellement une aberration qu'un chef d'État qui est aussi comme un modèle en Afrique puisse accepter cette racaille. Les Anglais eux-mêmes le qualifient d'une racaille du djihadisme international. Et comment est-ce que Paul Kagame, si Paul Kagame est un chef d'État panafricaniste, je le dis avec ironie, s'il était un nationaliste, un africaniste qui aime le continent africain, je ne pense pas qu'il peut accepter. Est-ce que le Ghana n'a-t-il pas besoin d'argent? Pourquoi le Ghana a refusé de prendre cela? Voilà un État souverain. Donc ça veut dire qu'en réalité, pour rappeler, Paul Kagame d'abord c'est un Marine américain. Il a été formé dans l'armée américaine. Il faut que vous le sachiez. Il faisait partie de la contingent, comment on appelle, la brigade étrangère, la légion étrangère de la marine. Il a été formé pour mener des coups d'État en Afrique. Et vous savez que Paul Kagame a mené des coups d'État dans son pays et dans d'autres pays en Afrique centrale, dans mon pays, avant même qu'il soit président, Paul Kagame. Sous la houlette de qui? Des États-Unis. Savez-vous que Paul Kagame était un sous-traitant de Bill Gates pour exploiter, piller les coltans au Congo? Qui finance les troupes de Rwanda? Qui finance tous les manœuvres que Paul Kagame entretient dans la sous-région? Alors le Congo justement, on a évité la crise diplomatique, accuse le gouvernement ou alors le pouvoir de Paul Kagame de financer le M23. Merci Dr Bénécris. On parle. Mais l'ONU a attesté avec des preuves. Justement. Même l'ONU a prouvé que le Rwanda finance le M23. Le M23. D'accord. On parle justement de l'homme et de ses ambitions. Comment lire la décision de Paul Kagame de recevoir des migrants? On sait qu'il s'est engagé auprès de l'Afrique depuis belle lurette déjà, ou depuis quelque temps, à tout le moins. Il a envoyé des hommes pour renforcer la force en RCA. Maintenant, il ouvre son pays
à des migrants que le Royaume-Uni ne veut pas. Comment comprendre la politique de Paul Kagame? A-t-il des visions, des visées hégémonistes? Veut-il se positionner en leader africain? Comment est-ce qu'on peut lire la manœuvre Kagame? C'est tellement complexe que faut être prétentieux pour comprendre. C'est pour ça que c'est à l'homme politique que j'ai posé la question. Comme c'est aussi complexe et difficile à comprendre qu'à l'heure où nous parlons, il y a une localité congolaise, c'est de Bunagana, qui est entre les mains de M23. Bien sûr, la récente attaque. Une petite rébellion comme de M23 qui fait courir le Grand Congo. Allez donc savoir, avec tout ce que cela comporte. On questionnait dernièrement l'efficacité du leadership africain dans certains de nos États et de la puissance que certaines armées des grands pays ont ou bien n'ont pas. Bunagana est entre les mains de M23. C'est ça aussi le caractère, j'allais dire, presque inimaginable, surréaliste de cette relation dans laquelle nous sommes, premièrement. Deuxièmement, je crois que quand on a ce type de débat, je commence par la chute. Cette affaire-là, tout ce qui se passe là, c'est parce qu'on hésite encore. Quand on parle de la Fédération des États-Unis d'Afrique, les gens donnent l'impression que c'est une vue d'esprit. Parce que si nous sommes dans les États-Unis d'Afrique, on règle le problème que pose Kagame. En fait, c'est le problème de son étroitesse, le problème de sa prétendue vision pour construire un soft power à la rwandaise pour pouvoir s'imposer sur l'échiquier mondial et africain. Il n'a pas il n'a pas de prérequis qui puissent lui permettre de construire ce soft power dont il a besoin, malheureusement. Et pour cela, il est obligé de faire comme, feu de tout bois, c'est ça? Oui, comme comment on dit ça, le monde capitaliste néolibéral fait. Il triche. Il triche, tout simplement. Mais jusqu'où cette tricherie peut bien le mener, c'est la question qu'on peut valablement se poser. Mais le monde fonctionne comme ça. Il n'y a pas que Paul Kagame qui triche. Les États-Unis trichent. L'Occident triche. Quand on décide d'imposer des sanctions à la Russie, c'est la tricherie, la preuve. Ils n'ont pas le courage de vous dire ce qu'ils sont en train de subir. Donc nous sommes dans ce monde fait de mensonges, fait de filouterie, fait d'opacité dans la réalité. Et tout à l'heure, Yambi disait, on dit de nous que nous sommes pauvres. Par rapport à quoi? Et beaucoup de nos intellectuels ont fini par intégrer le fait qu'effectivement nous sommes pauvres. Parce que quand ils vont à Mayfair à Londres, ils voient de belles maisons, ils voient de grosses voitures rutilantes, n'est-ce pas? Et ils se disent, c'est ça le progrès. Le progrès, c'est pas ça. Donc, nous sommes dans une situation où l'absence ou bien le refus des Africains d'aller vers une intégration réelle politique de notre continent crée des situations comme celle où M. Boris Johnson peut appâter Kagame avec quelques liasses de biens pour essayer de... Vous comprenez? Moi, je me suis toujours interrogé. Pourquoi Paul Kagame a envoyé des troupes en RCA? Pourquoi? Ça participe de cette même démarche. Je suis petit, je n'ai pas assez de ressources, je fais feu de tout bois pour essayer de tirer à mon avantage toutes les situations qui me permettent de gagner quelque chose. Raison politique, raison économique aussi, on peut y mettre, parce que c'est 120 millions de livres, soit 144 millions d'euros. Mais c'est intimement politique, parce que avec la poussée de la RDC, à essayer de sécuriser cet espace où est produit le coltan, malgré le fait que, bon, il n'y a pas que Kagame derrière, hein. Kagame est peut-être la partie visible de l'iceberg, mais il y a des puissants réseaux lobby, mais surtout de capitaines du monde de la finance internationale pour qui l'Est République démocratique du Congo ne doit jamais connaître la paix. Parce que si l'Est République démocratique du Congo connaît la paix, ça va être un manque à gagner terrible pour ces gens-là qui s'enrichissent de manière éhontée sur le dos, sur la sueur et le sang des enfants africains. Parce que vous savez très bien que 90% des gens qui entrent dans le ventre de la terre pour chercher ce qui la l'association des gamins, souvent même des adolescents, vous le savez pertinemment. Hein? Mais on interroge tout le monde dans cet espace. On interroge aussi l'Union africaine. On interroge aussi les intellectuels africains pris comme ça, grosso modo. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de voix forte en Afrique. Voilà notre défaut que nous avons. Il n'y a plus de voix forte en Afrique. Quelqu'un qui soit capable de taper le poing sur la table et dire à ces gars-là, arrêtez-moi ce cinéma-là. Pensez ouvertement
Kagame et les autres qui sont en train d'installer la Chiani dans cet espace. Mais cette affaire nous révèle aussi quelque chose. Les gens ont l'habitude de dire, oh, tous vos problèmes c'est la France, oh, tous vos problèmes c'est l'Occident, oh, tous vos problèmes c'est l'impérialisme. Est-ce que nous-mêmes, nous n'avons pas notre propre responsabilité? J'ai dit oui, nous avons notre propre responsabilité. Mais n'en devez jamais, c'est-à-dire que n'évacuez jamais de votre tête le caractère nocif de l'impérialisme et de l'Occident. Ce que l'Angleterre et Kagame tentent de nous faire là, prouve, même les aveugles voient que ces gens-là n'ont que de mépris pour nous. Ils n'ont que de mépris pour nous. Et cela, quel qu'en soit le qualitatif de la démocratie qu'on peut accoler à ces pays-là, pour eux, nous sommes entre l'homme et le singe. Nous ne sommes vraiment pas des êtres humains comme eux. C'est ce qui peut expliquer de pareilles démarches de M. Boris Johnson. Parce qu'un homme normalement constitué, qui te prend comme quelqu'un qui doit respecter, ne peut pas te faire une proposition aussi indécente de ce niveau. Mais c'est une proposition indécente à laquelle M. Kagame a accepté de valider. Et c'est très grave. Et ça questionne même le niveau de jeu démocratique au sein du Parlement anglais. Donc, vous voyez ce à quoi nous sommes réduits. Mais je suis aussi obligé de penser que c'est une bonne chose en réalité. Ah bon? Oui. Pour nous que c'est ironique ou bien c'est... Oui, c'est une bonne chose. Ça prouve en réalité, pour ceux qui analysent un peu, que ces gars-là, ils sont en difficulté. D'accord. Ils sont terriblement en difficulté. On rappelle qu'en 2021, le niveau de migration au Royaume-Uni a triplé quand même, avec des attaques djihadistes. Ils sont terriblement en difficulté. Et donc la politique de Boris Johnson, c'était de désengorger justement et de décourager les migrants de venir. Ils sont terriblement en difficulté parce qu'ils payent aujourd'hui leur politique coloniale. Vous avez compris? Ils payent aujourd'hui leur politique coloniale. Ils sont allés soumettre des pays comme l'Inde. Le gros des gens qui migrent vers l'Angleterre, ce sont les Indiens qu'ils ont soumis. En pensant bien faire, le retour de la manivelle, ça bat sur eux avec une violence incroyable. 90% des Afghans qui arrivent même en France, tout leur truc, leur envie, c'est de traverser la Manche pour aller en Angleterre. Donc, ça dit que le truc s'est vraiment retourné comme un boomerang violemment contre eux. Mais ce qui est aussi très important à souligner, avant que tu m'interrompes tout à l'heure, c'est de dire au monde entier qu'en réalité, l'Europe, aujourd'hui, c'est un bluff. Ils bluffent sur tout. Ils bluffent sur la politique. Ils bluffent sur l'économie. Ils bluffent sur leur carte Mercator, qui nous fait croire que l'Angleterre est aussi grande que l'Algérie. Ils bluffent sur tout. Et c'est des leçons que les jeunes Africains doivent tirer. Que, attention, nous sommes dans une grosse partie de poker menteur. À nous de pouvoir tirer les conclusions et les conséquences de cette affaire-là. Et, une fois de plus, j'interpelle vivement l'Union africaine. J'interpelle vivement les intellectuels africains. J'interpelle vivement les hommes d'affaires, les économistes, je ne sais pas, la bourgeoisie africaine. Il faut commencer à poser la question de l'unité politique de notre continent. À tous les niveaux. Posez cette question tout de suite et maintenant. Parce que ce n'est que le début. Pour l'instant, on vous envoie des êtres humains qu'on ne veut pas. Effectivement, même dans les troupes de la MONUSCO, là, oui. On a envoyé les troupes pakistanaises. Et ce sont ces troupes pakistanaises qui étaient, en réalité, les envoyés des services secrets pakistanais, le MI5, je crois, quelque chose comme ça, qui ont créé les premiers djihadistes musulmans dans cette région entre l'Ouganda et le Congo. C'est une région qui ne connaissait pas les musulmans du tout. Finalement, on a vu des musulmans apparaître de nulle part et commencer à commettre des crimes là-bas. Donc, je dis que dans cette affaire-là, nous sommes face à une nouvelle problématique et c'est pour ça que j'interpelle tout le monde jusqu'à notre bourgeoisie. Faites quelque chose. Faites quelque chose parce que sinon, pour l'instant, ce sont les êtres humains qu'on vous envoie. Demain, l'affaire de Probo Kouala est encore faite dans nos mémoires en Côte d'Ivoire. Ça va être des déchets de leur centrale nucléaire qu'on va vous balancer. Et on va vous obliger, et vous allez voir des choses d'État parce que soi-disant affamés, est capable de résoudre des problèmes internes de leur pays, accepter que, bon, si je suis payé, je ne sais pas, un conteneur de 20 pieds de déchets nucléaires à 100 milliards, je prends. Soit disant pour résoudre des problèmes internes de son propre pays.
C'est pour cela que quand on parle de l'unité politique de continent, ça résout le problème de l'espace, ça résout le problème de développement, ça résout tous les problèmes de la sécurisation, de tout ce que vous voulez. Mais si chacun de nous veut rester dans son petit Bantoustan, comme le monarque absolu, évidemment, n'ayant pas ni les moyens, ni la force, ni même le know-how nécessaire pour pouvoir encadrer cette affaire-là, on aura toujours des génies, des fous génies comme Kagame, qui vont aller signer des accords qui n'ont plus aucun sens avec l'Afrique. J'aime l'expression, des fous génies. Des fous génies, parce qu'il pense qu'il est intelligent. Mais ce n'est pas de l'intelligence en jouant comme ça. Ce n'est pas de l'intelligence. Au contraire, il crée beaucoup plus de problèmes à l'Afrique, mais surtout, il continue de laisser les gens regarder, avoir un regard, n'est-ce pas, sur nous, qui soit un regard des gens qui regardent la mer. Quand un chef d'État avait dit que nos États sont des shitholes, il ne s'était pas de tout trompé. Si on se met à l'aune, n'est-ce pas, de la vision du président Kagame par rapport à cette histoire que je conteste, et je continue de vous le dire, nous avons beaucoup de travail à faire sur notre continent, et j'espère sincèrement que cette énième affaire nous montre le vrai visage de l'Occident, qui ne recule devant rien, devant aucune ignominie, pour continuer, n'est-ce pas, d'espérer vivre dans leur petite bulle zen. Ça ne sera pas possible. Il faut dire à M. Boris Johnson qu'il arrête un peu de boire, parce que dans bientôt, il y aura des déferlantes de migrants dans son pays. Merci, Passion Parfendum. En tout cas, le premier avion arrivera en terre rwandaise. Aujourd'hui, la dernière tentative de caler cette proposition de loi a échoué hier. Un procureur a donné son aval. Et du coup, Iraniens, Syriens, Érythréens et Africains arrivés illégalement sur le territoire ukrainien pourront trouver un nouveau toit au Rwanda. Alors, le président Kagame l'a accepté. On a parlé de visée politique, économique. Est-ce qu'on peut parler de visée humanitaire aussi? Est-ce une opération de charme pour vendre le Rwanda au monde en acceptant ces migrants? Alors, les trois précédents panélistes ont brillamment épluché le dossier. L'Afrique de la brocante, on en a plus. On en a marre. L'Afrique de la brocante. L'Afrique de la poubelle, on en a marre. L'Afrique du dépotoir, on en a marre. Parce que quand un enfant qui est aux États-Unis, en Angleterre, en France, en Belgique, envoie les frigos usés, la famille africaine a produit, oh oui, on a un fils, la brocante, c'est-à-dire le déchet. Et regardez partout dans les rues de Douala, de partout, de Yaoundé, un peu de partout. Les maisons sont transformées en brocantes. C'est ça. Et on acclame. Oui, notre fils a envoyé un conteneur. Conteneur rempli de quoi? De déchets, de matelas, de machins, de draps, de friperies. Donc ce que M. Kagame est en train de nous faire là, c'est encore un autre dépotoir, maintenant, des êtres humains, que les autres traitent de renégats, que les autres traitent de djihadistes, de racailles. Donc le dépotoir, c'est encore l'Afrique. En fait, Londres nous dit que vous êtes la racaille. Et il faut que la racaille rejoigne la racaille. Londres dit que ceux qui viennent là, c'est la racaille humaine. Et pour que la racaille humaine puisse vivre, il ne faut pas vivre dans un pays civilisé, dans un pays où les gens sont normaux. Il faut envoyer ça dans un pays où les gens ne sont pas normaux, c'est-à-dire au Rwanda, en Afrique. Donc nous sommes considérés comme des moins que rien, ceux qui doivent accueillir. Et celui qu'on croyait, d'ailleurs, il y a de nombreux qui vont nous taxer parfait. Tu sais que beaucoup vont nous tirer sur les doigts maintenant. Comme on parle de Kagame, comme ça on va nous dire le Rwanda. Comment? Le Rwanda est propre, le Rwanda est ceci, le Rwanda a fait comme ça, le Rwanda s'est développé, n'est-ce pas? Ils vont nous dire ça. Mais à quel prix? C'est vous-même qui venez de citer ici que le M23 a assiégé une ville, un village, une localité, parce que ce n'est même pas un village, c'est une localité où il y a au moins des milliers d'habitants. Et qui tue, sans compter l'exploitation abusive
que le Rwanda fait des ressources du Congo. Parce que cette construction-là, du Rwanda, c'est les ressources. Les ressources viennent d'où? Du Congo. Ils continuent à piller. Avec la bénédiction des États-Unis. Avec la bénédiction des multinationales. Comment un seul instant, citez-moi une seule multinationale qui a été attaquée par les groupes rebelles? Que ça soit en RDC, citez-moi. Vous allez retrouver que c'est sécurisé parfois par les groupes rebelles eux-mêmes. C'est eux qui sécurisent les multinationales. Parce que parfois même les armées de nos nations n'arrivent pas à sécuriser ces espaces-là. Donc, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est une grosse insulte. Parfait a pris l'exemple de la Côte d'Ivoire, où on allait enterrer des choses pour un peu d'argent. Et les gens nous traitent la poubelle. Vous êtes la poubelle. Vous méritez la poubelle. On vous envoie la poubelle. Donc, tout ce qu'on ramasse, et nos frères contribuent à ça. Parce que quand j'ai parlé de la brocante, c'est que c'est nos frères qui contribuent à ça, qui vont fouiller les poubelles européennes et mettre dans les conteneurs et disent qu'ils sont en train de faire les affaires chez nous. Le même bois qu'on a pris ici, on a allé transformer en Europe. C'est le même bois qu'on nous ramène les chaises. Déjà que le blanc s'est assis dessus, il était fatigué et on nous renvoie ça. On dit que bon, voilà ce que vous devez utiliser. Alors que c'est venu à l'état, c'est quitté de chez nous à l'état nature pour aller là-bas être transformé et revenu. Et c'est pour ça que le Dr Yam nous disait que c'est incroyable. Est-ce qu'il y a une vraie élite africaine dans nos États? Est-ce qu'il y a des gens qui réfléchissent? Est-ce qu'il y a des intellectuels? Est-ce qu'il y a des hommes qui pensent? Parce que c'est incroyable qu'on puisse nous renvoyer la poubelle alors que nous avons envoyé la matière première. C'est-à-dire les déchets de bois, les déchets, ce qu'on a déjà usé, ce qu'on a déjà travaillé on a utilisé jusqu'à que le blanc s'est fatigué de ça, on ramène ça dans les conteneurs, on vous renvoie. Et on est très joyeux de prendre ça, déposer dans nos maisons, on dit vraiment, j'ai acheté un salon, j'ai acheté ceci, j'ai acheté cela à la brocante. Voilà les États africains, voilà où nos cerveaux. En fait, il faut qu'on travaille pour véritablement renouveler l'intelligence des Africains. Parce que vraiment, on ne peut pas continuer à signer des accords pareils alors que nous avons un continent à développer, alors que le principe de développement de notre continent est simple. On se met ensemble, on devient la première puissance mondiale. Je dis bien, on se met juste ensemble. Nombre de population, superficie, sont deux facteurs essentiels pour faire de nous la première puissance mondiale. C'est-à-dire seulement la superficie de l'Afrique nous fait déjà première puissance mondiale. Deuxièmement, les populations africaines nous font déjà première puissance mondiale. Parce que même la Chine, quand on dit aujourd'hui être en matière de population plus grand, vous savez que le taux de fécondité a diminué en Chine. Donc aujourd'hui, l'Afrique a un taux d'indice de fécondité plus élevé. Donc nous faisons les enfants. Même au Niger, où au Rwanda, on est en train de tuer les gens là-bas avec les radioactivités et tout le reste là. Les femmes nous continuent à accoucher là-bas beaucoup. Même Macron ne veut pas les enfants. Lui dit que lui ne veut, c'est anormal que les Africains continuent à faire des enfants. Nous, on va continuer à faire des enfants. Nous, on va continuer à se multiplier. Parce que la première richesse africaine, c'est d'abord la famille. La constitution de la famille. Et si nous avons des familles, des grandes familles, nous allons davantage... Mais écoutez, s'il y a assez d'espace au Rwanda, qu'on ouvre la frontière du Congo, qu'on ouvre la frontière de l'Ouganda, qu'on ouvre la frontière du Burundi pour que les gens puissent aller rester là-bas. Parce que si... Kagame nous dit que bon, j'ai trop d'espace chez moi. Que les Rwandais eux-mêmes retournent d'abord dans le pays. Voilà. Que bon, peut-être le génocide a tué beaucoup de gens, n'est-ce pas? Peut-être il va nous dire ça. Vous allez trouver des raisons. Que non, le génocide rwandais a tué beaucoup de gens, donc il faut repeupler le Congo. Mais vous repeuplez avec les djihadistes. Vous savez que lui-même c'est un djihadiste. Hein? Oui, monsieur Kagame c'est un djihadiste. Christelle Fanga. Mais écoutez, vous savez ce qu'il a monté comme rébellion. Vous savez que Kabila, que vous voyez aujourd'hui, il a été avec Kagame. Il était derrière Kagame pour des sales coups. Donc nous savons ce qu'il y a des photos. Il y a des photos, il y a tout. Nous savons tout ce qu'ils ont mis. Cette photo-là. Vous comprenez que donc aujourd'hui... C'est dans l'ordre des faits. Il faut qu'on reste dans l'ordre des faits et pas dans... Quand vous voyez... Ce sont des faits historiques. Quand vous voyez M. Boris Johnson, il y a un gros problème à Londres. Parce que ce n'est pas les migrants africains qui sont recherchés. Ce n'est pas ça le problème. C'est juste une couverture. L'islamisme est monté d'un cran à Londres. Vous allez retrouver que
en moins de 10 ans ou 20 ans, l'islam a pris une grande proportion de la population anglaise. Et les Anglais sont en train de se plaindre que nous sommes en train d'être dominés. Imaginez-vous encore, si ces migrants, n'est-ce pas, Afghans, Syriens, Turcs et tout le reste remontent encore, vous allez retrouver qu'à Londres, on aura 50% de musulmans. Et donc, il faut déjà arrêter la saignée, donc il faut retrouver où les recaser. Et en plus de ça, on sait que la plupart de ceux qui ont migré pour Londres, ce sont les anciens agents de l'Europe et des États-Unis. Parce qu'ils ne pouvaient plus rester sur place. Vous savez qu'après cette débâcle de tous ces gens, vous voyez un peu. Donc, il fallait les recruter. Et maintenant, il faut les recaser. Vous savez, quand vous traitez avec le mercenaire, c'est la même chose avec Ben Laden. Quand vous regardez la politique de Boris Johnson aujourd'hui, c'est la même politique qu'on a fait avec Ben Laden. Donc, en réalité, il faut retrouver ou renvoyer leurs mercenaires, leurs casiers. Et on sait qu'il y a quelqu'un qui a besoin de ce genre de service-là, qui est un de leurs agents en Afrique. Donc, il faut les renvoyer là-bas pour qu'ils deviennent, ils les forment davantage. Vous n'êtes pas surpris qu'au Burkina Faso, il y ait des attentats. Justement, on a déploré les 50 morts et le bilan n'est pas définitif ce matin. C'est peu de 5 morts. Pour l'instant, justement, les informations officielles disaient que c'était pas un bilan définitif. Au moins, au décompte, c'est au moins 50 morts, on l'a dit. Donc, Christophe Anga, merci pour cette prise de parole. On peut interroger la méthode de Kagame, mais est-ce qu'au final, le résultat n'est pas celui qui compte le mieux? Et le résultat, justement, c'est qu'il veut faire de son pays et peut-être de sa personne, par la même occasion, quelque chose de grand. Non, je crois qu'il sortira de l'histoire par la petite porte. Et il faut qu'il fasse un peu attention à cela. L'histoire retiendra simplement que ce n'était pas le visionnaire qu'il voulait. Oui, c'était le visionnaire qu'il prétendait être. Merci. Il a quand même développé le Rwanda. Développer quoi? Vous savez, lorsque vous voulez développer votre pays, ce n'est pas une histoire que vous organisez. Ce n'est pas une histoire que vous organisez de telle sorte qu'elle ne puisse pas vous survivre. Mais le Rwanda va survivre à Kagame comment? Expliquez-moi ça. Comment le Rwanda survivra-t-il à Kagame? Il partira pas avec les routes et les infrastructures construites. Quelles infrastructures? Il y a 2-3 petites choses que j'aimerais dire un peu avant. Pourquoi le Rwanda n'a pas sollicité les États-Unis? C'est 9 millions de kilomètres carrés. Le Canada est vide. Pourquoi ils n'ont pas sollicité le Canada? Le Canada supplée tous les jours. Pourquoi le Canada... Envoyez-moi les gens. Pourquoi ils n'envoient pas là-bas? Pourquoi ils n'ont pas sollicité le Canada qui est vide? 9 millions de kilomètres carrés, 40 millions d'habitants. Pourquoi on l'a pas? Il y a de l'espace. Mais c'est vide. Pourquoi on n'a pas sollicité le Canada? On aurait pu les envoyer en brousse là-bas. Oui. Pourquoi on ne les a pas sollicités? Pourquoi on n'a pas sollicité le Brésil? 8 millions et demi de kilomètres carrés, 200 millions d'habitants. Il y a de la brousse à perte de vue. Pourquoi ils ne les ont pas sollicités? L'Argentine est immense. Pourquoi on ne les a pas sollicités? Pourquoi on n'a pas sollicité l'Australie? C'est 8 millions et demi de kilomètres carrés, des déserts à n'en plus fini. Pourquoi on ne les a pas sollicités? Monsieur, rien. Quand des chefs d'État, quand des hommes d'État sont impliqués dans quelque chose, ce n'est jamais simple. Jamais. Et pire, quand c'est nos amis européens, ce n'est jamais simple. Chaque fois que vous les voyez poser un acte, soupçonnez-le. Chaque fois que vous voyez des États européens poser un acte, première réaction doit être de soupçonner cet acte. Qu'il soit de générosité, de violence, quel qu'il soit, soupçonnez cet acte. Parce qu'ils ne visent que leur intérêt, quel que soit l'angle sous lequel vous le prenez. J'ai bien peur. Ne l'oubliez pas. L'une des grandes stratégies de l'Occident, particulièrement des cousins, c'est-à-dire les Anglais et les Américains, en Afrique, c'est d'éclater davantage les pays africains. Cette stratégie d'atomisation de l'Afrique a réussi au Soudan, a échoué en Éthiopie, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Mali, peine à démarrer en RDC, qui est leur cible qu'ils jettent depuis toujours. Ah oui, hein? Il faut avouer que la RDC existe. Hein? Lisez la situation du continent et lisez tous les actes que ces gars-là posent ici. Est-ce que ce n'est pas une armée secrète?
la 13e colonne, comme on l'appelle, qui est en train d'être envoyée en Ouganda, au Rwanda. Au Rwanda. Le prince Charles, qui structurellement n'a pas le droit de s'exprimer, c'est quand même obligé à dire quelque chose et à traiter cette politique d'épouvantable. C'était le mot. Le prince Charles, c'est pas un modèle pour l'Afrique. Pas du tout. C'est pas un type que les Africains devraient admirer. Mais il a dit, c'est épouvantable. Si les Anglais ont des problèmes à régler, mais ils règlent le problème chez eux. Ils ne viennent pas régler les problèmes en mettant nos générations futures en danger. Et c'est ça, le b.a.-ba. Quelqu'un a dit ici que même les fous voient. Je crois que c'était le grand frère. Même les fous voient. Même les aveugles voient ça. C'est-à-dire que c'est incroyable que vous ayez quand même des chefs d'État qui acceptent des choses pareilles. Et qui s'en enorgueillissent en plus. Hein. Ils sont contents. Hein. Son porte-voix, son ministre des Affaires étrangères, après la signature, disait que nous croyons que les migrants africains, mais aussi ceux venus d'ailleurs, doivent pouvoir vivre en sécurité et dans la dignité en Afrique. Et le Rwanda, justement, est fier d'accueillir. Oui, mais c'est pas ça le problème. Le problème n'est pas que les gens cherchent à vivre dans la sécurité. Je crois que les gens qui sont partis, du Cameroun, du Gabon, c'est parce qu'il y a insécurité là-bas. Mais c'est pas la question de l'insécurité qui se pose là-bas. La question qui se pose là-bas est la question de la fondation de nos sociétés. Une société ne se fonde pas prioritairement sur la sécurité. La sécurité se construit. Une société se fonde d'abord sur la satisfaction des besoins de tout le monde. Le problème qui se pose à ces gens, c'est que leurs besoins ne sont pas satisfaits. C'est pour ça qu'ils partaient. Mais pendant ce temps, au lieu que vous régliez le problème à la racine, à la base, vous ne réglez pas le problème. Vous êtes là dans des choses qui sont en fait inopérantes. Parce que le fait d'accueillir ces migrants-là, ça va arrêter les flux migratoires. Non. Du tout. Alors, le Rwanda est-il capable? Les Anglais, ils ont reçu 28 500 personnes l'an dernier. Si la Grande-Bretagne n'est pas capable d'héberger 28 500 personnes, le Rwanda est capable d'héberger 28 500 personnes? Et quand bien même ce serait le cas, on note quand même que la population du Rwanda aujourd'hui à 40% vit sous le seuil de pauvreté. Donc on se pose quand même la question. C'est les chiffres de la Banque mondiale qui nous laissent croire que le Rwanda est en si bon état que ça. Parlez avec les Rwandais, n'écoutez pas la Banque mondiale. Parlez avec les Rwandais que vous connaissez. La misère qu'il y a dans ce pays est effroyable. Le problème, c'est qu'on vous présente 2 rues de Kigali, on vous dit c'est beau. Mais vous savez, je vais vous dire quelque chose. Vous savez... beaucoup d'Africains ont le sentiment qu'une ville comme Paris ou Londres ou New York, ce sont des villes extraordinaires. Hein. Mais vous savez combien de centaines de milliers de personnes vivent dans des tentes faites avec du plastique? Vous savez combien vivent dans ces Paris. En plein Paris. Vous savez combien vivent sous des tentes faites en plastique? Il faut que les Africains se réveillent et arrêtent un peu d'avoir les contes de fées dans les yeux là où il n'y en a pas. Nous vivons dans un monde de prédation où quelques happy few, c'est comme ça que le système est organisé, pour que quelques happy few vivent une vie de luxe, de rêve. Voilà pourquoi tout le monde croit, par exemple, que pour publier une photo sur les réseaux sociaux, il faut que ce soit dans un endroit luxueux. Les gens s'en foutent de votre luxe. 99% des êtres humains n'en ont cure, ils s'en foutent. Ce qui les intéresse, est-ce qu'ils ont mangé? C'est tout. Est-ce qu'ils peuvent se soigner? Est-ce qu'ils sont logés quelque part? Est-ce qu'ils peuvent éduquer leurs enfants? Les besoins de base. C'est tout. Les besoins de base. Vos jets privés, vos supercars, vos hôtels 7 étoiles, ça ne les intéresse pas. Il y a des gens qui vivent dans cette ville de Douala. Ils n'ont jamais eu l'envie d'aller dans vos restaurants où le plat de nourriture est à 50 000. Ça les intéresse. Pour faire quoi? Ce n'est pas que... Attention. Ce n'est pas que comme ils n'ont pas de ressources, ils savent qu'ils ne peuvent pas y aller. Ça ne les intéresse tout simplement pas. C'est tout. Il faut que les gens comprennent que la vie, ce n'est pas... C'est pas le superflu. Et pour la très grande majorité des gens, le superflu ne leur dit rien du tout. Ça ne les attire même pas. C'est-à-dire qu'ils passent là, ils ne tourneront même pas la tête pour regarder, ça ne les attire même pas. Donc, laissez ces affaires où on dit que 40% des gens vivent sous le seuil de pauvreté au Rwanda. C'est probablement plus des 2 tiers des Rwandais qui vivent sous le seuil de pauvreté. Mais ça, on ne vous le dira pas. Or, il faut que ces gens-là, il faut que le système soit organisé comme ça, puisque le Rwanda est au cœur du système financier capitaliste néolibéral. Il faut que les choses soient organisées comme ça pour que l'élite rwandaise continue à vivre sa vie de luxe. Et sa vie
c'est-à-dire qu'il aligne sur les standards de la vie de Boris Johnson. C'est ça l'objectif. Bon, maintenant, sauf qu'il faut alimenter, il faut financer ça. Il faut financer ce train de vie. Voilà. Il vient d'où? Les ressources viennent d'où? Donc, là, j'étais sur un argument géopolitique tout à l'heure. Bon, on a été tiré par autre chose. Il y a ces pays africains qu'on veut découper en plusieurs. Vous avez bien vu que, par exemple, au Mali, un président malien s'est fait recevoir par un président français dans une zone. Ce qui indiquait clairement que pour ce président français, ce n'était plus le Mali. C'est ça que ça voulait dire. Vous vous souvenez qu'en Côte d'Ivoire, ça s'appelait Chong quoi, Chong Yonggi, je sais pas, quelque chose comme ça, le représentant de l'ONU. Il avait un nom très compliqué là. Mais vous vous souvenez très bien que ce monsieur, je ne sais pas si c'est parce qu'il était traumatisé, parce que la Corée est divisée en deux. Nous souhaitons, nous espérons que les Coréens vont s'entendre un jour et qu'ils vont retrouver leur pleine unité. Parce que vous ne pouvez pas souhaiter l'unité de l'Afrique et ne pas souhaiter l'unité de la Corée, des deux Corées. Il faut qu'un jour, ces pays-là, pays frères, n'oubliez pas qu'il y a un quartier de Séoul qui s'appelle Kolbison. Oui. Par exemple. Nous avons aidé ce pays quand il était en difficulté. Et il me semble être un pays qui est reconnaissant. Et nous souhaitons qu'un jour, les deux Corées puissent se réunir. Parce que notre vision, c'est que l'Afrique doit être unie. Et donc, tous ces pays-là doivent être unis. Mais cela veut dire également que des pays comme la Chine devraient pouvoir s'unir. Maintenant, ça peut plaire ou ne pas plaire aux gens, mais l'unité de ces peuples-là constitue la meilleure arme, le meilleur cadre de préservation de l'ADN de leur culture. Et c'est important de préserver la diversité des cultures dans le monde. Ceux qui veulent unipolariser culturellement le monde, nous ne sommes pas d'accord avec eux. Et je crois que les Africains doivent, là, Parfait d'homme, il a tendance à rappeler ce truc-là et à dire, à en faire un leitmotiv, une sorte de mantra qu'il répète tous les jours. Mais c'est parce que les Africains le répètent tout le temps. Quand vous regardez le monde, vous vous dites, mais nous avons 1,5 milliard d'habitants. Nous avons la capacité d'avoir tout de suite 15 000 milliards de dollars, 15 000 milliards d'euros de revenus de nos exportations. Je n'ai parlé que des exportations, je veux parler des autres activités. C'est pour ça que je ne dis pas 15 000 milliards de PIB. Parce qu'en réalité, si on rentre maintenant dans le PIB, là, à l'instant T, au moment où nous sommes sur ce plateau, intérieur brut. Au moment où nous sommes sur ce plateau, l'Afrique dépasse les États-Unis. Oui. Parce que si on prend les exportations de matières premières, on prend les 2 ou 3 petites bricoles transformées que nous exportons quand même, les services que nous exportons quand même, le peu que nous transformons à l'intérieur, le commerce limité, même s'il est limité à 12% entre nous. Là, aujourd'hui, à l'instant même, notre PIB dépasse 20 000 milliards de dollars. Le problème, c'est que si l'un a 20 000 milliards de dollars dans son sac, et que vous avez 20 000 milliards de dollars dans 55 sacs, vous n'avez pas la même puissance. Vous n'avez pas la même puissance. C'est clair. Lui, il peut concentrer le tir et dominer tout le monde. Mais vous êtes petit. Le temps de rappeler que viens avec tes... Vous êtes petit. Viens avec ta femme. C'est ça la situation de l'Afrique. Et les gens ne veulent pas qu'on s'en rende compte. Ils veulent qu'on continue à croire que le Cameroun c'est 40 milliards de PIB, 50 milliards de PIB, la Côte d'Ivoire c'est 55 ou 60, le Ghana c'est 100 quelque chose, etc. Là c'est bon. Quand on présente ça comme ça, c'est intéressant. Mais est-ce qu'ils vous ont dit qu'ils achètent notre cacao à 2 francs? Mais prenez le cacao, on vous l'achète comme 1200 francs le kilo, là où il devrait coûter normalement 20 000. Ça veut dire qu'ils vous donnent 1/20 de la valeur de vos matières premières. 1/20. Donc, quand on règle le problème de la valeur ajoutée réelle de l'Afrique, on n'a pas besoin de situations comme celle où on vous envoie des migrants. Les Africains ne partiront tout simplement pas. Et comme nous les Africains, nous sommes généreux, et que nous l'avons déjà fait. Je vous ai parlé de la Corée tout à l'heure. Le Cameroun n'était pas la première puissance du monde, mais on a soutenu la Corée, on a soutenu la Malaisie, la Chine, et tous ces pays-là. Mais attendez. Cela veut dire que lorsque, en ayant cette place-là, un pays comme la Syrie, on va la soutenir, on va le soutenir. On va soutenir tous les pays qui sont en difficulté en envoyant de la nourriture, des enseignants, du matériel, parce que nous estimons que
N'oubliez pas, la première valeur de l'Afrique, c'est la vie. Nous estimons que la vie ne doit pas être détruite là-bas. Donc, et tant qu'il y a des êtres humains ailleurs, vous assurez votre propre commerce et donc votre propre vie économique. Mais alors, donc, vous voyez bien que le problème pour nous ne devrait pas se poser de trouver des justificatifs ou d'essayer de comprendre ce que Kagame a fait là. Parce que si on essaie de le comprendre, on s'embourbe dans le piège européen. L'ethnie européenne a des problèmes en ce moment. Et les problèmes de l'ethnie européenne ne sont pas nos problèmes. Nous avons les nôtres. Maintenant, s'ils veulent qu'on leur donne un coup de main, on est prêt à leur donner un coup de main. Imaginez que l'Afrique, il y avait même seulement les États-Unis de l'Afrique centrale. Les Anglais nous auraient proposé ça. Imaginez alors qu'il y avait les États-Unis d'Afrique. Les Anglais auraient eu le courage de venir nous proposer ça. Le problème, c'est parce qu'ils savent, et ces gars-là sont très forts, ils vont tirer sur celui qui est le plus compromis. Vous leur devez quelque chose. Bien sûr. Comme vous leur devez quelque chose, ils peuvent vous proposer tout et n'importe quoi. Donc ils vont tirer, ils vont cibler le plus compromis et le plus fragile. Laissez tomber ce que le Rwanda donne l'impression que ça donne. Le Rwanda, c'est un petit pays. C'est un petit pays en Afrique. Très petit. Et le niveau, le soft power d'un pays ne se construit pas en détruisant ou en participant ou en étant soupçonné de siphonner les richesses d'ailleurs. De participer à la destruction des autres pays. Le soft power se construit sur la crédibilité, sur l'honorabilité, sur l'idée que tous les autres doivent vous prendre pour modèle. Mais un pays qui se finance dans une approche coloniale, alors que l'Afrique sort péniblement de la colonisation depuis un peu légèrement plus d'un demi-siècle, mais ne peut pas être un modèle pour l'Afrique. C'est des souvenirs trop durs. Trop durs. Et donc, nous devons... Et vous comprenez pourquoi ce pays-là va soutenir l'ASLE, CAF, les choses comme ça. On va dire, non, on va créer une zone de libre-échange. Une zone de libre-échange de quoi? On va créer les États-Unis de la CEAC au minimum des États-Unis de l'Afrique centrale, ou les États-Unis d'Afrique, ce qui est le plus efficace, le plus pertinent, ce qui est optimal. Parce que quand vous avez les États-Unis d'Afrique, aucun Africain ne part. Vous avez votre monnaie et vous dites, vous payez nos matières premières et tout ce que nos exportations en notre monnaie. Mais nous, on a exporté le tiers des matières premières l'année dernière. Tout ce qui a été utilisé dans le monde. En 2050, c'est nous qui allons exporter la moitié. Donc, vous n'avez pas le choix. C'est nous qui dictons les conditions. Mais tant que vous êtes 55 pays, vous dictez les conditions à qui? Personne. Mais quand vous êtes un seul pays, vous dites, messieurs, écoutez... On s'assoit et on discute. Non, on ne s'assoit pas. On ne s'assoit même pas. On leur dit. On ne s'assoit pas. On ne s'assoit pas. Parce qu'on s'assoit, ça veut dire que vous avez la capacité de venir parler avec nous. On ne s'assoit pas. Vous avez vu les États-Unis s'asseoir avec qui? Est-ce que quand Biden décide de faire ces choses, il s'assoit pour parler aux Européens? Non. Il ne s'assoit pas. Il est à Washington, il dit voilà ce qu'il faut faire, point. Il ne s'assoit pas. Et l'attitude de l'Afrique aujourd'hui devrait être celle-là. On ne s'assoit pas. Mais comme nous sommes des gens civilisés, nous allons leur dire venez, on cause. C'était ça dans l'idée. C'était ça dans l'idée. Allez, Patient Pafendom, on parle des conséquences quand même qui peuvent survenir avec la réception de ces migrants considérés par les autres comme de la racaille. Alors, l'Afrique via le Rwanda réceptionne ces autres. C'est du racaille. Qu'est-ce qui peut... Parlons des conséquences. Comment ça va se jouer? Quelles sont les conséquences qui peuvent découler justement de cette réception de ces migrants non voulus par les autres? La première conséquence, c'est l'affaiblissement du leadership africain en général. Et dans le cas du Rwanda en particulier. Pourquoi? Parce qu'en réalité, nous sommes face à une espèce de colonisation de leadership qu'on calque sur le type de leadership qui est à le vent en poupe actuellement en Occident, sur la domination américaine évidemment. En fait, on veut faire de Rwanda une espèce de prison. On privatise. Aux États-Unis, la plupart des prisons sont privées. C'est-à-dire Yambé Timba. Il construit son truc, il propose à l'État que bon, voilà, ma prison est constituée, vous pouvez visiter les locaux, je recrute mes gardiens et tout, voilà. Et l'État, tous les gens qu'on juge en deux côtés partout, on envoie dans la prison de Yambé Timba et il est payé, rubis sur ongle. C'est le même projet. C'est tout.
Parce que nos élites ne conçoivent le management de nos États, le leadership, ce qu'ils appellent la gouvernance, que calqué sur le modèle américain occidental. Et Paul Kagame, je vous avais dit, c'est un officier qui a été formé à West Point, aux États-Unis. Donc c'est le modèle américain et anglo-saxon d'abord. Vous avez vu, ce n'était pas un hasard de dire que maintenant la principale langue sera l'anglais. C'est vrai qu'il y a des côtés positifs en prenant ces décisions, en célébration du français en réalité qui est une langue de salon, il faut être honnête pour le dire aujourd'hui, dans la réalité du monde que nous vivons. Si vous voulez faire les sciences, si vous voulez faire accéder dans certaines technologies, certaines techniques, c'est avec l'anglais, ce n'est pas avec le français. Même dans les recherches pointues, dans certains domaines, tout le monde le sait. Bon, c'est une réalité d'aujourd'hui que nous devons construire à dépasser dans le cadre de la Fédération des États-Unis d'Afrique, évidemment, avec une langue qui nous sera propre et que nous allons aussi imposer au reste du monde parce qu'elle sera vecteur, n'est-ce pas, de l'innovation technologique, scientifique et tout ce que vous voulez. Bon, donc je pense que c'est cette idée-là de Kagame de dire j'ai un petit pays. Je n'ai pas l'espace qu'il me faut. Je n'ai pas assez de ressources. Je n'ai pas. Ce n'est pas pour dédouaner l'individu. Mais voilà comment il réfléchit, parce qu'il a été formé dans ce moule-là. Le moule du leadership occidental anglo-saxon. Est-ce que ça ne va pas donc renforcer son leadership à lui? Ça risque, mais à court terme, c'est aujourd'hui. Ce sont des petits calculs d'apothicaire, comme on dit. C'est une gestion, la petite semaine, d'une difficulté, elle, qui est réelle. Que lui, Kagame, s'il comprenait très bien, ne peut résoudre que dans le cadre des États-Unis d'Afrique. Parce que dans le cadre des États-Unis d'Afrique, justement, il y aura une possibilité pour les Rwandais de pouvoir se déplacer, se mouvoir ailleurs et de vivre comme d'authentiques Africains. Je vous rappelle... La peur n'est-elle pas justement que comme c'est un petit pays, Dr Yam le rappelait encore, qu'il n'ait pas suffisamment de poids au niveau de ses frères? Ce n'est pas une vue d'esprit, c'est une réalité, il n'en a pas. Justement, est-ce qu'on ne peut pas comprendre la méthode Kagame? Je disais que la méthode est peut-être questionnable. Est-ce que le résultat derrière qu'il cherche, au final, ne lui donne pas raison? La fois dernière, vous savez, je vous ai dit, si on inversait les rôles, si on donnait le Congo à Kagame, et vous allez voir, du point de vue du leadership, il essaie de faire quelque chose. Mais il fait quelque chose dans le cadre de la réalité d'aujourd'hui, donc il pense que c'est une réalité qui est indépassable. Nous sommes dans une construction d'avenir. Nous disons à tous nos décideurs que cette réalité d'aujourd'hui est éminemment dépassable, à condition qu'on s'arme de courage et de volonté politique, c'est tout. Et là-dedans, le jeune Rwandais ne trouvera aucun intérêt de recevoir, n'est-ce pas, ces migrants qui viennent d'ailleurs pour encombrer encore son petit pays, parce que pour moi, quand je vous le dis, c'est une espèce de prison, c'est une sous-traitance, n'est-ce pas, que les Anglais, c'est une franchise, le Rwanda va devenir une franchise de l'Angleterre pour essayer de parquer là-bas le trop plein des migrants dont tu ne sais pas quoi faire. Tout à l'heure, c'est le Christian Fanda qui nous racontait cette histoire avec le bouleversement même de la population de Londres, où on voit de plus en plus des mosquées prendre les espaces qu'ils n'avaient pas hier. Donc, on interpelle une fois de plus l'élite africaine. Vous ne pouvez pas développer votre pays. Vous ne pouvez pas résoudre des problèmes socio-économiques et culturels de vos pays en étant balkanisé comme vous êtes là aujourd'hui, dans ces petits Bantoustans. C'est impossible. Aucun de nos États ne pourra s'en sortir seul. Je le dis chaque fois. Et c'est valable pour tout le monde. Donc pour M. Kagame, la recherche de solutions pour régler, pour essayer d'améliorer les conditions de vie uniquement de ton peuple rwandais, mais ça ne marchera pas. C'est inopérant. C'est voie l'échec à terme. C'est pour cela que vous devez courir, c'est-à-dire que vraiment courir vers cette idée-là, d'aller vers l'unité politique de notre continent. L'Afrique est vaste, très vaste. Le trop plein, c'est-à-dire que le Rwanda a l'un des taux de population le plus élevé au mètre carré. C'est ça. 483 habitants le mètre carré. Prenez le cas, maintenant, refaites le même ratio pour la Centrafrique. Vous voyez le gap. Quand même. Ça veut dire qu'on peut loger tout le Rwanda en Centrafrique, il y aura encore beaucoup d'espace. Donc on résout un problème par un cliquement, tout simplement.
La Centrafrique, c'est près de 2 fois la France, hein, donc le Rwanda, c'est beaucoup de fois logé. Quand je dis ces choses, il y a quelqu'un qui m'a fait le rapport, il dit que c'est un peu opportuniste. Je dis que oui, mais dans la vie, il faut savoir être un peu opportuniste. Mais c'est un peu opportuniste, pourquoi? Les Africains sont sur leur sol. En quoi c'est opportuniste? Et nous sommes sur notre sol. C'est pas de Nous aurons la liberté de pouvoir vaquer, monter, descendre dans notre propre pays, dans notre propre continent. C'est ce que nous disons. Et nous disons à nos décideurs, ne vous leurrez pas. Ne vous leurrez pas. Ce n'est pas pour rien que les Moumiers, les Lumumba, les Kwame Nkrumah avaient mis cette idée vraiment de l'unité de notre continent en avant. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien que ces grands-là, même les Ben Bella, même le Mehdi Ben Barka, même le grand d'Égypte, Nasser, ils avaient vu. Gamal Abdel Nasser, ils avaient vu que cette affaire-là, ça ne va pas dans cette direction, on ne peut pas. Maintenant, chacun de nous, dans son petit État, il croit que, comme on l'appelle chef d'État, c'est suffisant. Il monte dans les avions, et là, c'est important de revenir à Laurent Gbagbo. Dans la constitution de son nouveau parti, il a dit, mais les Ivoiriens internes, ils disent que quoi? On nous blague. Il dit que je vais en Chine. On chante l'hymne national de la Côte d'Ivoire, on chante l'hymne national de la Chine, et je crois que je suis au même niveau que le président chinois. Il dit que non, arrêtez-nous ça, on nous blague, c'est pas vrai. On nous blague vraiment. Que vaut le Rwanda vis-à-vis de l'Angleterre? Que vaut le Gabon vis-à-vis de la France? On vaut quoi? Et comme David Tiva disait, c'est pour cela que ces gens-là continuent de tenir ce temps. Chine-Afrique, Inde-Afrique, un pays, un continent. France-Afrique. Turquie, Dans bientôt, il y a déjà eu Turquie, Afrique, je crois. Dans bientôt, peut-être, on va nous dire Pakistan, Afrique. C'est quoi cette affaire? Mais c'est quoi ça? Iran, Afrique. Oui, c'est quoi? C'est tout simplement parce que nous avons la tête de nos États, les gens qui ont la mentalité de beauté musée, qui continuent de penser que nos États sont viables dans les structures et la construction actuelle. C'est faux. Donc, vous dites que cette décision compromet davantage encore le projet de cette émergence d'un leadership assumé en Afrique, c'est ça? Non, c'est quelqu'un qui est face à des difficultés. Kagame fait face à des difficultés réelles et on a la mauvaise solution. C'est une solution d'aujourd'hui. C'est un saupoudrage, c'est un peu de vernis. Mais dans le fond, si on ne perce pas l'abcès, ça va gangréner, ça ne peut pas guérir. Il faut percer l'abcès si on veut vraiment qu'on guérisse de ce mal-là. Et je vous dis, la solution miracle, c'est l'unité politique de notre continent. Ça va régler beaucoup de problèmes. Vous ne pouvez, même des problèmes que vous ne pouvez même pas soupçonner aujourd'hui. Même cette affaire avec la bombe atomique, on aura. Dans le cadre de seulement la population, même déjà. Nous avons des scientifiques capables de le faire. Unité politique de l'Afrique et maintenant. Même la bombe atomique qui semble être un rêve pour les Africains seront capables de le produire. D'accord. Et dans des temps très limités. Hein. Encore que la matière première, mais en Afrique déjà. Donc je continue de dire à nos décideurs du moment, comme je les appelle parce que c'est ce qu'ils sont. Un chef d'État, c'est un décideur du moment. Ce n'est pas que je pense qu'ils sont là à habitant éternel. C'est faux. Que faites des efforts pour aller dans le sens d'une véritable intégration politique de notre continent. Parce que ça va vous enlever sur les épaules un fardeau, pour l'instant, dont vous êtes incapable de vous défaire. Premièrement. Deuxièmement, ça va donner de l'avenir à la jeunesse africaine de demain. Ça va donner des perspectives, n'est-ce pas, glorieuses pour la dignité de l'homme noir en général. Parce qu'une Afrique unie ne règle pas que les problèmes des Africains qui sont sur notre continent. Tout à l'heure, j'entendais les gens parler. On a oublié Haïti. Et le Cameroun a été parmi les premiers pays à avoir soutenu Haïti. On a oublié ce que subissent les Noirs à travers le monde. Aux États-Unis. On a complètement oublié. Mais aux États-Unis, on a fini par criminaliser. Mais cette affaire de prison privée là, que l'établissement américain a légalisé, c'est contre quoi? C'est contre les Noirs. Plus de 70% des Noirs qui ont entre 30, 45 et 50 ans ont fait au moins un tour en prison. Plus de 70% des jeunes femmes noires aux États-Unis élèvent seuls leurs enfants. On a déstructuré complètement la famille noire aux États-Unis. On a criminalisé la vie des jeunes noirs aux États-Unis. Comment voulez-vous pas que chaque fois, ce sont les images de noirs qu'on abat pour... Mais il y a encore une image là. Un enfant qui a volé un paquet de chips. La brutalité avec laquelle la police... Il y avait des gens qui disent, bon, nous sommes prêts à payer le paquet de chips. Ils ont dit que jamais. Est-ce qu'on peut faire ça aux Blancs là-bas chez eux?
Quand je dis on dit que oui, tu étais raciste dans l'autre sens. Je dis que moi je parle de la réalité, ce que je vois. Donc, à nos décideurs, vraiment, ne continuez pas de nous faire honte avec vos faux trucs là. Le FMI a dit que les programmes d'ajustement structurel, la Banque mondiale, on est dans les accords multilatéraux et bilatéraux, le Club de Londres, de Paris, de machin, hein, nous avons avancé de 2 points dans le PIB. C'est des bobards. C'est pour nous endormir davantage. Prenons, saisissons le taureau par le corps, allons de l'avant parce que nous avons la capacité de le faire, mais surtout, nous avons des ressources illimitées qui vont faire la sculpture rapidement. Yambit m'a dit, cette affaire-là, comment vous appelez ça? Vous appelez ça, je produis le cacao, mais c'est toi qui fixes le prix à Londres. Oui, bien sûr. De facto, c'est fini. Okay. C'est fini. De facto, c'est fini. Merci, parfait, patient d'homme. On a compris. Les voitures, on fait l'assemblage en Afrique du Sud. Une société camerounaise française va prendre en Afrique du Sud et nous les revend comme si elle était... Mais c'est quoi? C'est même quoi cette histoire-là? Allez, on a compris donc vers un leadership des élites africaines véritablement assumé. Comment est-ce que les pays voisins devraient prendre l'affaire? On rappelle quand même que le Ghana a dit non. Comment est-ce que les pays qui constituent justement le voisinage et même au-delà les pays africains devraient prendre cette réception des migrants par le Rwanda? Non, mais je pense que les pays voisins, jusque-là, ferment la bouche. Personne ne parle. Aucune autorité politique ne s'est déjà exprimée. Mais lorsqu'on a parlé de 7 milliards de Glencore. J'ai vu l'opposition et tout le monde s'est levé, bavarder. Mais voilà qu'on vous amène la racaille djihadiste en Afrique, vous ne parlez pas. Ni l'Union africaine, ni aucun pays. Ni l'Union africaine. C'est là que je voulais dire, quand on parle de pays voisins, il faut d'abord commencer par l'Union africaine. L'institution de référence, l'institution continentale qui est censée gérer, administrer les rapports entre différents États. Comment est-ce qu'un chef d'État qui a été président de l'Union africaine, président d'exercice de l'Union africaine, peut prendre une décision sans consulter ses homologues du continent? Donc, ça montre le manque de vision continentale qui caractérise ces gens qui prétendent nous représenter dans des institutions qui n'ont aucune puissance, qui n'ont aucune consistance par rapport à la mission qui leur sont assignées de la part vis-à-vis de notre continent. Donc je pense qu'il faut regarder la question de l'autre côté. Posons-nous la question, est-ce que ces migrants eux-mêmes veulent même venir en Afrique? C'est aussi là le problème. Non. Parce qu'il y a des associations qui se sont levées pour dénoncer cette initiative. J'ai vu même hier une organisation qui défend les droits des migrants qui voulait porter plainte contre le gouvernement de Boris Johnson d'avoir transféré ces migrants en Afrique. Pouvez-vous imaginer des gens qui fuient leur pays? C'est ça l'effet boomerang. Ils ont créé une situation de sécurité globale pour piller les ressources des autres. La guerre en Afghanistan se justifie par quoi? Par les besoins de piller les ressources, dont le pétrole. La guerre en Irak, l'objectif c'est quoi? C'est le pétrole irakien. La guerre en Syrie, la volonté de faire partir Bachar al-Assad, c'était pourquoi? C'est parce que Bachar al-Assad était un allié stratégique de la Russie. Et à cause de son pétrole et d'autres minerais qu'on nous a jamais dit qu'il fallait le faire sauter. Mais ils n'ont pas réussi, ils ont échoué. Donc maintenant, toute cette insécurité-là qu'ils ont créée, ils ont gagné beaucoup de milliards, des centaines de milliards pour financer leurs économies. Maintenant, quand le feu boomerang commence à tomber sur les têtes, des chefs d'État comme Paul Kagame, qui a toujours été marionnette depuis la nuit des temps, accepte de venir au secours de l'Angleterre contre quelle somme? 144 millions de francs CFA. Millions d'euros. Millions d'euros. Mon frère, voilà la nature des chefs d'État que nous avons en Afrique. Tous ces migrants ne veulent pas venir en Afrique. Non, leur rêve c'était la Manche, pas les 1000 collines. Ils ne veulent pas. Mais vous allez vous rendre compte, et je vous l'ai dit, vous allez vous rendre compte qu'il y a des deals qu'on ne nous dira pas dans les médias. Il y a des deals entre une partie de ceux qui vont accepter. Avant même que ces migrants viennent en Afrique, beaucoup seront déjà payés. Beaucoup auront des missions spécifiques qu'ils vont poursuivre en Afrique. Et les conséquences, c'est quoi? Je vous l'ai dit, d'ici 2 ans, 3 ans,
vous allez subir une nébuleuse djihadiste. Bien sûr. Une excroissance des organisations djihadistes en Afrique. Comme il n'est jamais permis de voir. Comme on n'a jamais vécu. Vous avez entendu parler de Boko Haram. Je vous dis que ce qui arrive sera 100 fois plus que Boko Haram. Bien sûr. À cause de ces gens. Parce que pour la plupart... Tu as oublié les LGBT. Tu vas seulement les djihadistes. Oui, on va arriver. Mais puisque les LGBT, même si nos pays même, où c'est même libellé dans les constitutions que nous ne voulons pas l'homosexualité, mais toutes les élites sont homosexuelles. Vous jugez ça comment? On n'a plus besoin de parler de ça. On a accueilli un ambassadeur homosexuel au dans Cameroun. un pays qui dit qu'on ne légitime pas ça. Qui a parlé? On l'a pas Ils sont reçu. sérieux. On l'a pas reçu au Cameroun. Mais il y a un ambassadeur homosexuel au Cameroun, non? Il y a un Américain, ambassadeur ici. Non, Il est là. Qui tient les réunions, non? on l'a Qui changé. salue les ministres, qui montent un peu partout, non? Non, on l'a changé. C'est pas l'ambassadeur homosexuel. Et que Allez, poursuivez. je disais, Poursuivez, la mort est au Cameroun. Oui, non, comment vous doutez de ça alors que c'est un fait? Je vous dis que je ne veux pas rentrer dans ça parfait. Lorsqu'un pays dit qu'on ne légalise pas l'homosexualité et toute l'élite sont des homosexuels. D'accord, vous dites qu'il y aura une excroissance djihadiste avec l'arrivée Il y de... aura une excroissance de l'insécurité. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train d'anticiper les élans avec la montée du panafricanisme en Afrique. C'est un danger pour eux. Et qu'est-ce que le panafricanisme va laisser comme trace? Déjà, ça donne la parole aux Africains. L'Africain commence à parler à l'Occident en le regardant par les yeux. L'Africain commence à comprendre le jeu trouble de l'Occident dans le monde. L'Africain commence à comprendre que ce qu'on nous vend, c'est des illusions. C'est la poudre aux yeux. Donc, c'est de la fausseté. Et l'Africain comprend que puisque nous sommes, l'état dans lequel se trouve l'Afrique est une programmation géostratégique de l'Occident derrière des chefs d'État vendus, des valets locaux. Maintenant, les Africains sont devenus de plus en plus exigeants. Vous savez, regardez les images, par exemple, du Burkina Faso ou du Mali, où les populations, même nues, bloquent toute une délégation armée jusqu'aux dents. Convoi militaire. Un convoi militaire, voilà le mot. Même nues. La population bloque une structure comme ça. Et vous dit que vous n'allez pas bouger. Mais Bazoum donne l'autorisation à l'armée française de tuer les Nigériens. Mais justement, je vais arriver. Je dis Steph donc, Fonga. l'Occident... Mais c'est la vérité, il faut dire ça aux Africains. Mon S'il vous frère, plaît, l'Occident comprend que les Africains sont en train de se réveiller et le réveil de l'Afrique va entraîner... Finissez, je vous en prie, Le docteur. réveil de l'Afrique va entraîner un bouleversement élitique significatif qui aura des impacts à la fois sur le plan politique et économique. Donc, demain, toutes ces élites-là qui sont en train de travailler contre les intérêts des Africains, comme le Paul Kagame et tous les autres, mais auront des problèmes sérieux. Je vous dis qu'ils ne sortiront pas par la grande porte. Ils partiront de manière honteuse. Et très souvent, je vais vous le dire, ces mêmes gens qu'il est en train d'accueillir là-bas, qui vous dit que quelqu'un qui a vécu dans la guerre, qui est dans la guerre, et tout demain, quand il va venir dans votre pays, la tranquillité que vous allez lui offrir, ça va lui suffire. Il va Parce se que mettre à lui, il est carreau. habitué à faire la guerre. Vous allez l'envoyer au Congo pour aller décimer les Congolais. Mais lorsqu'il y aura des représailles, parce qu'il suffit seulement qu'on change la tête du Congo là, le Rwanda va dormir à terre. Je vous le dis, si on amène un chef d'État comme moi à la tête du Congo, le Rwanda va s'agenouiller rapidement, en moins de temps. Et l'Amérique va trembler. D'accord. Ce ne sont pas des histoires qu'on raconte, c'est la vérité. Merci, donc Dr. il faut que le chef d'État africain comprenne. Moi, je ne sais pas où est l'Union africaine dans cette affaire-là. Vous nous avez vendu des bêtises ici à Malabo. Non, nous devons voter un budget pour accompagner le développement en Afrique. Et on n'a pas les sécurités aussi à Malabo. Ils n'ont pas de sécurité. Mais quand ils n'ont pas de sécurité, où est donc l'Union africaine dans cette décision que prend le Paul Kagame pour amener ce que les Anglais qualifient de racailles djihadistes? Comment est-ce que les Africains peuvent analyser ça? Les Anglais qui vous les envoient les qualifient de racailles djihadistes. Eux qui ont le moyen de les accueillir, ils ont des immeubles partout, ils ont des trucs, ils ont même l'argent pour le faire. Comment ils ne peuvent pas les loger? On vous les loge. Je vais finir par un proverbe africain qui dit ceci. Lorsque ton voisin toque à ta porte au milieu de la nuit, il te dit que mon frère, moi j'ai reçu des étrangers chez moi, ils sont tellement bien qu'ils vont t'aider. Il faut les recevoir chez toi. Lui, il a une grande maison plus que toi. Toi, tu as une petite maison. Et peut-être que tu partages ta chambre avec tes enfants. Mais lui, il a même des chambres vides. Mais il prend son étranger, qui est soi-disant extraordinaire, il vient te le proposer la nuit. Fais attention, il faut alerter tout le village. Et je pense que nous devons alerter parce que c'est que l'autre est en train de faire là. Ils ont l'argent, ils ont le moyen, ils ne veulent pas recevoir les gens et ils nous envoient parce qu'ils sont dans une dynamique.
créer la déstabilisation globale de la planète pour favoriser la 3e guerre mondiale. Merci, docteur Béni Christ. Je pense que vous avez alerté à vous tout seul tout le village africain ce matin. On va sortir avec vous, Christelle Fanga. On parle de la maturité des peuples africains aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que le peuple rwandais est suffisamment mature? Si oui, comment est-ce qu'il devrait accueillir cette nouvelle? Pensez-vous qu'il peut y avoir risque d'implosion au Rwanda? Non, il ne peut pas avoir implosion au Rwanda parce que Kagame les tient d'une main de fer et le gars l'arme en main. Donc, celui qui bouge, je tue. C'est tout. Donc, ce n'est que normal que le peuple rwandais ne peut pas bouger, ne peut rien faire. Mais c'est nous les peuples, quand vous parlez, c'est réducteur. Dire que le peuple, quand vous remettez la responsabilité seulement au peuple rwandais, les peuples africains, qu'est-ce que vous faites? Peuples africains, parce que le Rwanda ne doit plus aller au combat seul. Les peuples rwandais ne doivent plus aller au combat seul. Ils doivent être accompagnés. La preuve, Kagame nous a montré qu'il est un bon panafricaniste, n'est-ce pas? Il a envoyé son armée aider la RCA. D'accord, on est très d'accord, c'est bien. Maintenant, nous sommes d'accord aussi que les peuples africains se mettent ensemble pour dire non à ces djihadistes qu'on va déverser chez nous dans notre terre. Parce que le Rwanda appartient à l'Afrique. Le Rwanda n'appartient pas à Londres. Le Rwanda n'appartient pas aux États-Unis. Parce que nous savons que M. Kagame est un citoyen américain. Il faut le dire, c'est un citoyen américain. Malgré tout ce qu'il fait là, c'est un citoyen américain. Et il est au service secret américain. C'est justement pour travailler, pour former les futurs Ben Laden. Parce que c'est ça la vérité. Les États-Unis ont accueilli justement des Ben Laden comme ça, on les a formés. Ils sont devenus des puissants djihadistes. Après, maintenant, Ben Laden s'est retourné contre eux. Donc Kagame lui-même est en train d'accueillir sa propre arme de destruction. Parce que chaque système a son virus qui va aussi le détruire. Parce que la vérité, c'est qu'aujourd'hui, les peuples africains sont déterminés. Nous ne serons plus la brocante. Enfin, le dépotoir. Nous ne serons plus la poubelle. Nous ne serons plus ce que les autres vont, chez qui les autres vont venir déposer leurs déchets. La preuve en est porte à porte. Voilà comment sont les Africains. C'est ce que l'on est en train de faire. L'on est en train de faire du Rwanda le porte-à-porte. Il faut dire ça aux Africains pour qu'ils comprennent de quoi il s'agit. C'est-à-dire, c'est vous, on va déposer nos déchets sur vous. Avalez nos déchets. Kagame aboie, avale, Rwandais, buvez, Africains. Prenez nos déchets et ingurgitez, c'est tout. Je pense pas qu'on aurait trouvé une image plus parlante. Poursuivez. Donc vous dites que vraiment soyons sérieux dans ce que nous faisons. Les peuples africains ne comptez plus sur l'Union africaine. Je vous ai déjà dit, l'Union africaine n'est pas une institution africaine, c'est la pâle copie de l'Union européenne. En fait, c'est le vice-président de l'Union européenne, c'est-à-dire son excellence Macky Sall, qui allait en sortir rencontrer, c'est-à-dire pour aller régler les problèmes de son organisation, n'est-ce pas, en tant que vice-président de l'Union européenne. Parce que comme Macron était persona non grata là-bas, il fallait trouver un paravent. Christophe Fanga, restons au Rwanda. Je suis en train de porte-à-porte. Il y a quelque chose qui m'a choqué aujourd'hui. Pendant que les Africains partent à Sochi pour commander le blé, vous savez qu'en France aujourd'hui, ils sont en train de produire les fruits dits exotiques qui viennent de l'Afrique. Ils ont créé les conditions pour les produire localement. Pourquoi nous les Africains, on ne peut pas créer localement les conditions pour produire ce dont on a besoin? Maintenant, tous les éléments. Merci pour le point, mais on n'est plus aussi égal au Rwanda. Je finis en disant, s'il vous plaît. Nous avons vu les dégâts que porte-à-porte fait au quotidien pour nos jeunes filles et surtout. Ils ont même pris nos misseurs. Donc les personnes même les plus... les personnes, n'est-ce pas, se représentaient que non, c'est des modèles chez nous, c'est les influenceuses et tout ça. C'est ça qu'on a pris pour faire le porte-à-porte avec. Donc, la scatophilie, pour ceux qui ne comprennent pas. Maintenant, on choisit Kigali. Pourquoi? Parce que la vérité, c'est que Kigali aussi on a présenté aux Africains que Kigali, le Rwanda, est le pays modèle aujourd'hui de développement. C'est ce qu'on a passé le temps à présenter aux Africains. Que voilà Kigali, voilà le Rwanda est devenu. Donc, ce qu'il y a de meilleur chez vous, c'est de ça qu'on fait la poubelle. C'est ça la vérité. Donc,
Vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Donc ce que vous pensez que non, Kigali, Kagame c'est un très grand leader, c'est ceci, c'est quelqu'un qui défend l'Afrique, c'est un panafricain, il a construit son pays. C'est là-bas qu'on va déposer la poubelle. Pour vous dire que vous êtes que des pays poubelles. Tout ce que l'Occident présente comme bon est dangereux pour l'Afrique. Pourquoi l'Occident ne fait pas promotion de Biangema? Merci. Sacré Fanga. C'était ça ma conclusion. Allez, en quelques secondes, docteur, on a passé le temps. Deux petites choses. La première, c'est qu'il y a actuellement en Angleterre, seulement en Angleterre, pas dans tout le Royaume-Uni, seulement en Angleterre, il y a 610 000 maisons vides. 610 000 maisons vides. Bien sûr. Si vous mettez 5 personnes par maison, ça fait 3 millions de personnes. Comment l'Angleterre ne peut pas accueillir 28 500 personnes? Mais il y a quand même un problème. Donc vous comprenez que le problème de fond, ce n'est pas que la Grande-Bretagne a des problèmes. Elle est dans l'incapacité d'accueillir les 28 500 migrants qui est de l'année dernière, l'équivalent de l'année dernière en fait. 610 000 maisons vides. Voilà. En Angleterre, 610 000. Donc on peut accueillir 3 millions de personnes. 28 500, c'est à peine 1% des capacités d'accueil de la Grande-Bretagne. Voilà. Donc, c'est pas ça le problème. L'autre, mais ce qui est un problème sérieux, regardez la carte des mouvements djihadistes en Afrique de l'Est. Vous avez le Kenya, la Somalie, un peu plus bas. Vous avez une partie de la Tanzanie. La Tanzanie, Mozambique. Ouais. On ne sait pas comment on fait pour qu'il y ait des mouvements djihadistes au Mozambique. Il y en a quand même. Oui, oui. Donc il y a cela. Et quand vous êtes déjà en Tanzanie, c'est à côté. Bien sûr. C'est à côté. Donc ensuite, on vient vous déposer un foyer de... On appelle ça comment? On appelle ça les gens qui ont déjà fait quelque chose de... C'est-à-dire on vient vous déposer un foyer de professionnels. Des têtes brûlées. Là. On vient vous le déposer là au Rwanda. C'est pour embrasser la zone. Et on vous le dépose au Rwanda, sauf que Boko Haram, c'est un jet de paix de là. Oui. La stratégie du chaos est en marche. Bien sûr. C'est ça, c'est la stratégie du chaos. Il faut créer un tel chaos en Afrique que les Africains n'aient pas le temps de penser à se développer et qu'ils soient englués, complètement embourbés dans les questions de sécurité. Parce que si l'Afrique connaît la paix, alors que la Russie est en train de prendre le leadership mondial et de mettre l'Occident en difficulté, d'une part, et que d'autre part, la même Russie s'allie, puisqu'elle est alliée stratégiquement à la Chine et est en train de s'allier à l'Inde qui rejoint la configuration. Oui. On vient d'inaugurer un pont qui relie la Chine et la Russie. Oui, oui. Et il va y transiter 1 million de tonnes de marchandises. C'est l'équivalent d'un 12e d'un port comme Douala ou San Pedro. Seulement par un pont. Imaginez tout ce qui entre et tout ce qui sort. Donc, en fait, les gens se disent, on ne contrôle plus ce côté. Il vaut mieux que l'Afrique, on y mette le chaos. Total alors. Total. Parce qu'en y mettant le chaos, on perturbe l'approvisionnement de ce groupe-là. Non seulement son approvisionnement, mais aussi son commerce avec l'Afrique. Et du coup, nous pourrions donc, au niveau de l'ONU et au niveau de nos instances de l'Union européenne, nous positionner en sauveur. La conséquence, c'est que c'est le seul moyen de maintenir notre mainmise sur le continent. Donc, en fait, n'allez pas croire que ces gars-là, ils aiment tellement. D'ailleurs, les mêmes migrants, ils ne veulent pas venir ici. Ils s'en foutent. Et ils voulaient aller en Europe, ils ne voulaient pas aller en Europe. Ils ne veulent pas. Donc, en fait, les gens sont dans une stratégie qui maintient l'Afrique sous-développée. C'est tout. Et il faut avoir les yeux bien ouverts, aujourd'hui plus que jamais, pour le voir, le comprendre et agir en conséquence. Messieurs, merci d'avoir participé à l'éveil, au réveil et aux éclairages de l'Afrique. Ce matin encore, le sujet qui nous intéressait, c'est la décision prise et actée le 14 avril dernier, 14 avril 2022, où Kigali s'engageait avec Londres à recevoir des migrants indésirables à Londres, et qui pourront désormais s'offrir une nouvelle vie en terre rwandaise et par ailleurs en terre africaine. Merci d'avoir permis aux Africains de comprendre les tenants et les aboutissants. Et on espère, c'est une doléance, que ces explications, ces analyses soient prises en compte par les décideurs qui, maintenant qu'ils savent, peuvent agir en conséquence. Passion Parfait Nom,
merci d'être passé. Docteur Béni-Chris, Merci beaucoup. ce fut un plaisir. Docteur Yamb, merci encore pour vos analyses toutes pertinentes. Et sacré Christelle Fonga, que serons-nous sans vous et votre art de parler et des images. Merci, Bibi. Quant à vous, de votre fidélité, merci. Demain est un autre jour, mais c'est un rendez-vous et nous serons là.